Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Le rectorat de Versailles a convoqué contre moi, mardi 15 janvier 2019, un conseil de discipline en raison de mes vidéos concernant leur éducation à la sexualité. J'étais accompagné par Romane Rodriguez, que je ne présente plus, par Isabelle Voltaire, une amie enseignante, professeure de mathématiques à la retraite, et par mon avocat, maître Laurent Pasquet-Marinache, ainsi que de son assistante Pauline Cardi. Ce conseil était composé de 19 membres, chefs d'établissement, personnels administratifs et 8 enseignants, eux-mêmes délégués syndicaux. Madame Charline Avenel, nommée recteur de l'Académie de Versailles à la fin du mois d'octobre 2018 par Emmanuel Macron, présidait la séance. C'est elle qui nous informa que la sanction serait prise par le ministre de l'Éducation nationale au mois de février 2019. Avant la tenue de ce conseil, j'avais demandé par mail qu'on m'informe des motifs et des éventuelles sanctions infligées à des enseignants de l'Académie de Versailles au cours de ces 20 dernières années. Je n'ai pas obtenu de réponse. J'ai réitéré ma question sur place, on ne me répondit pas davantage, ce qui laisse penser qu'il s'agissait sans doute d'une grande première inavouable. Il ne fut pas question de savoir si ce que je révélais dans mes vidéos était vrai ou faux. Seul le devoir de réserve les occupait. Devoir de réserve qui, comme l'affirma mon avocat, n'existe pas en réalité dans la loi. Nous avions réalisé une vidéo pour ce conseil, Romane Rodriguez et moi-même. J'ai refusé de répondre à leurs questions tant qu'ils refusaient eux-mêmes de la visionner. Ils ont fini par y consentir. Regardez cette vidéo à votre tour, elle fait état de la dégradation intellectuelle et morale de l'école publique, y compris de bien des écoles catholiques sous contrat. Cette vidéo fut accueillie par leur totale indifférence. Vidéo proposée par Farida Belgoul à la réflexion des membres du conseil de discipline du rectorat de Versailles, mardi 15 janvier 2019. Dans cette compilation d'extraits de reportages, nous avons pris parfois la liberté de lire en voix off certains passages de livres. Les notes données dans tous les examens, à commencer par le bac, sont des notes fictives. On peut avoir 13 ou 14 à une épreuve, simplement parce qu'on vous a rajouté 4, 5, 6 points en commission, ou parce qu'on a eu des ordres pour ne pas mettre sur les copies les notes correspondantes aux copies. Voilà, ça c'est la réalité. C'est-à-dire que les 83% de réussite au bac, c'est un résultat totalement fictif. Des gens ont des examens, c'est écrit sur un bout de papier, titulaire du baccalauréat, machin truc chose, et ce papier, c'est une pure fiction. Le bac présente un enjeu capital parce que c'est le paravent du désastre. Si on enlève ce paravent, on va découvrir des ruines. Donc on fait tout pour que cette façade tienne debout. Première technique, c'est le calibrage des épreuves. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de véritables épreuves, on fait des exercices stéréotypés et très souvent, la réponse est dans l'énoncé. Deuxième technique, l'encadrement par les consignes. Il m'arrive hier des consignes exorbitantes de correction du bac S. On précise qu'on fera abstraction des erreurs de calcul. Exercice 1. Un candidat qui n'a pas fait la 4e question peut avoir 2,5 points si les compétences sont présentes par ailleurs. Exercice 2. Un candidat qui n'a pas fait la première question peut avoir 2,5 points si la formule est bien utilisée par la suite. Exercice numéro 3. Dès qu'un de ces aspects est présent correctement, le candidat peut être crédité d'1 point. Le traitement correct d'une des deux parties suffit pour obtenir 3 points. L'absence de mention explicite de la continuité de F à la dernière question, il s'agit d'étude d'une sanction sans doute, ne sera pas pénalisée. L'addition est simple, 2,5 plus 2,5 plus 1 plus 3 égale 9 points. Pour les petits malins, c'est déjà presque la moyenne. Troisième technique, c'est beaucoup plus difficile à prouver, mais bien des indices laissent penser que c'est vrai. On élimine des jurys les professeurs qui sont réputés être trop sévères. Quatrième technique, il arrive, et ce que je dis est prouvé, il ne s'agit pas, en tout cas a été dit et n'a jamais été démenti, que dans la plus grosse Académie de France, il est arrivé qu'à la suite de dysfonctionnements que je ne veux pas connaître, mais en tout cas, un certain nombre de copies n'aient pas eu de correcteur.
il existe un logiciel qui est prévu pour attribuer aléatoirement une note aux copies, évidemment, dans la limite de la moyenne sur le paquet de copies. Donc, copie, là, c'est le cas limite. Copie non corrigée, copie, le groupe de copies, à la moyenne. Les soupçons de nombreux correcteurs se portent sur le logiciel Délibao, délibération assistée par ordinateur. Il sert en principe à compiler les notes des copies corrigées. Pour Guy Morel et d'autres, il permettrait de lisser à la hausse les notes et peut-être même de masquer l'absence de copies corrigées en attribuant la moyenne à tout le monde. Le bureau qui s'occupe de ça, qui a le baccalauréat et d'ailleurs beaucoup d'examens sous sa coupe, c'est ce qu'on appelle la DGESCO, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. C'est elle qui donne des consignes. Des consignes, par exemple, sur la correction. Des consignes qui sont souvent verbales, d'ailleurs, elles ne sont pas forcément écrites, parce que si elles étaient écrites, ça pourrait ressortir dans le Canard enchaîné ou ailleurs quelquefois. Mais ce sont incontestablement, c'est en accord avec ces bureaux-là. Et je dois dire qu'à ce moment-là, l'inspection générale est un peu coincée. Imaginez le doyen de l'inspection générale de mathématiques essayant de revenir sur des consignes générales. Bon, il fait un peu ce qu'on lui dit de faire. Ouais, c'est une suite de toutes petites lâchetés. Enfin bon, le mot est fort, mais quand même. En évacuant de cette école les savoirs et les connaissances, on a coupé les ailes aux élèves et on les a rendus à jamais dépendants sous le prétexte de les rendre autonomes, ce qui est quand même un tour de force. L'état-major de l'éducation nationale actuel, c'est l'état-major d'août 14. Ils emmènent les générations entières les unes après les autres au casse-pipe et à l'inculture, et tant que les gamins incultes et violents ne seront pas revenus leur casser le nez, ils vont continuer comme avant. Tous les professeurs, quand ils sont pas forcément en public, mais en privé et en salle des profs, reconnaissent que l'enseignement tel qu'il est dispensé aggrave considérablement la fracture sociale. Et je pense aussi qu'on ne tient pas assez compte du grand malheur des élèves qui comprennent rien. On s'en fiche. Parce que si on s'en fichait pas, on leur donnerait des méthodes progressives qui leur permettraient de comprendre parce qu'ils sont pas idiots. Ce qu'on nous a demandé de noter, ce n'est pas la pertinence de ce qu'a dit l'élève, ce n'est pas la correction grammaticale, c'est avant toute chose le fait que l'élève ouvrait la bouche ou pas. Ce qu'on a privilégié par-dessus tout, c'est qu'il s'exprime. On pourrait avoir des élèves médiocres. Ils sont nuls. Et même dire ils sont nuls, c'est quelque chose que j'aime pas dire, parce que moi je vois tout le temps dans mes classes des gens qui sont capables de progresser si on leur enseigne le bœuf à bar. Simplement on ne leur a pas enseigné et ils se retrouvent effectivement sans niveau, et on va leur faire croire, en leur donnant le bac puisqu'ils l'auront, on va leur faire croire qu'ils en ont un. Et ça c'est quand même un leurre, on va leur faire croire à eux, à leurs parents. Je dis souvent aux parents d'élèves, lors des réunions, qu'il y a eu là un crime, parce qu'en mettant en cause justement l'acquisition progressive des connaissances, on a mis en cause tout le reste de la vie des enfants. Oui, il y a un crime qui a été commis. Je dis souvent aux parents d'élèves qu'il y a eu là un crime, qu'il y a eu une agression délibérée contre leurs enfants et qui devraient porter plainte. Dans l'institution actuellement, il faut voir une chose, c'est que depuis 20 à 25 ans, tout a été noyauté par un petit groupe, 200 ou 300 personnes à peu près, qui, étant nuls, se sont arrogés le pouvoir, comme il arrive très 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 souvent. Ce qui bloque le plus, finalement, c'est les entrailles du mammouth, comme disait Claude Allègre, parce que les entrailles du mammouth sont contaminées par des bactéries quelque peu répugnantes qui se sont nichées là-dedans il y a une vingtaine d'années à peu près et qui essaient de saboter systématiquement tout ce qui s'est fait. Gilles de Robien avait proposé qu'on en revienne à des méthodes alphabétiques pour apprendre à lire et à écrire. Il y a eu un sabotage délibéré de l'inspection, des différents corps, de certains recteurs, etc. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'un enfant qui rentre au collège et déjà à l'école, il ne fera jamais d'orthographe, ou presque plus d'orthographe. Il ne fera aucun cours de grammaire. Il fera une rédaction peut-être, une fois par trimestre. En revanche, il étudiera des textes. Il ne fera même que cela. Il ne fera qu'étudier des textes, mais selon une méthode qui, au lieu de lui donner de l'enthousiasme pour la lecture, ne fera rien d'autre que le dégoûter la lecture.
régulièrement, c'est ça qu'on nous disait, et ça je tiens à le dire, on nous disait en permanence, vous n'avez pas à apporter la connaissance aux enfants, c'est à eux de la trouver tout seuls. Vous n'avez pas à... Alors le mot asséner, ça on l'a entendu très souvent, mais le mot asséner est péjoratif, mais c'est la négation même de l'enseignant. J'ai des collègues qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils faisaient un cours de grammaire. Nous avons reçu la visite de dames qui venaient de l'UFM, et par exemple on nous disait mais il ne faut surtout pas faire cours, il faut attendre que l'enfant trouve tout seul. Évidemment au bout de 6 séances il ne trouvait rien, et nous nous demandions à notre animatrice, mais alors est-ce qu'enfin vous leur avez donné la réponse sur cette pile plate ou la pile ronde, quelle est la plus efficace? Ah non, je leur donne pas la réponse, de toute façon ils ont jusqu'à 20 ans pour apprendre. Je ne suis pas là pour leur faire acquérir des connaissances, je suis là pour leur inculquer la posture d'apprenant. Et je suis là pour leur apprendre le doute scientifique. Voilà ce genre d'ânerie qu'on entendait. Je crois que beaucoup de parents des classes moyennes, pour utiliser ce mot, auront un réveil brutal. Ils pensent pouvoir protéger leur enfant peut-être en choisissant une carte scolaire, en détournant la carte scolaire. Malheureusement, ils vont peut-être trouver un autre environnement d'élèves. En revanche, l'enseignement, malheureusement, les programmes sont tels que leur enfant n'en saura pas plus que s'il était dans une école de banlieue, entre guillemets. Vous seriez sans doute stupéfait et même consterné si vous pouviez lire les copies des étudiants que nous avons en première année, donc qui viennent d'avoir le bac. Certaines sont absolument illisibles et incompréhensibles, parce que le français est inexistant. On s'est retourné vers les universités et on a dit, donnez-nous des profs pour enseigner, quand même pour fabriquer les nouveaux professeurs des écoles. Que fait un président d'université? Il envoie, bien entendu, des gens qui ne sont pas capables de faire de recherche, qui sont de mauvais enseignants. C'est humain. Il garde pour son université les cadors. Au nom de l'égalité des chances, on a laminé le niveau pour en faire ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire la fabrique du crétin, le crétin doctoral, celui qui, bardé de diplôme, a investi les couloirs de la rue de Grenelle et le ministère de l'Éducation et a décidé ce qui était bon pour ceux auxquels justement il ne faisait pas cours. On a cassé quelque chose qui fonctionnait au nom de la science de la lecture, qui est une science bidon. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant découvre par lui-même et qu'il construise son savoir et donc son intelligence. Cette idée qu'on ne transmet plus rien et que l'enfant construit ses savoirs, c'est une idée folle. Le ministre dit on va faire un texte contre l'ORL. Les gars qui lui rédigent son texte, ils font un texte qui est la redéfinition de l'ORL. Et ça, c'est ahurissant. Vous savez, le ministère est une forteresse. Alors, que le ministre, son cabinet, etc., essaient d'intervenir, bien entendu, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et alors, ces fonctionnaires sont, ils sont non seulement inamovibles, mais ils font un peu ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très difficile à changer, parce qu'encore une fois, vous avez vu par exemple de Robien, hein, et il n'y a pas si longtemps, il a sorti une circulaire sur la lecture. Il a donné des instructions très claires, très nettes. Et le texte qui est sorti a été réécrit par son bureau. Sabotage, non, mais dans les faits, à la limite, pourquoi pas. Tout ministre de l'Éducation sait qu'il est assis sur un fauteuil éjectable. La non-maîtrise de la langue à partir du CM2 a toutes les chances de ne jamais se rattraper. C'est-à-dire qu'à 10 ans, on a fabriqué un exclu. Aucun cours ce jeudi au lycée Gallieni. Les professeurs ont décidé de cesser le travail pour protester contre le climat de violence. 1 millier d'élèves est scolarisé dans cet établissement spécialisé dans les métiers de l'automobile. Parmi eux, 150 à 200 lycéens rendent la situation invivable. Une baston générale en cours d'espagnol. Un proviseur qui est jeté hors de la cafétéria à coups de canette pour avoir voulu éteindre un début d'incendie. Un feu de poubelle dans le hall de la cafétéria. Un incident parmi tant d'autres au lycée Gallieni, gangréné depuis des années par la violence et les incivilités. Voilà l'invraisemblable quotidien du lycée Gallieni à Toulouse. Si on ne fait rien, on va compter les morts, alerte un professeur de génie mécanique qui enseigne depuis 18 ans dans l'établissement. Il s'appelle Mathieu Perrion. Il témoigne ce soir sur le plateau de C'est à vous, accompagné de Fabien Bergès, professeur agrégé de mathématiques. Celui-là, il est excellent, vous allez gagner la bataille. Un dernier point. Et nous, on est dans la tranchée. Un dernier point, justement, le général en chef qu'on a entendu tout à l'heure, Blanquer, il a reconnu la légitimité de votre combat. Il a dit que vous aviez raison d'avoir fait ça. Et ben, je l'en remercie. Vous aurez
Des retenues sur salaire. Exactement. C'est pas qu'on aura, c'est qu'on a déjà eu lieu. On a eu des retenues sur salaire. On a été des lanceurs d'alerte. On a, à mon avis, on s'est indigné. Comme Stéphane Hessel nous l'a demandé au crépuscule de sa vie. Cet homme a 93 ans. Il est mort 2 ans après, je crois. Il a fait un manifeste. Il nous a dit « Indignez-vous pour des causes justes ». Évidemment que la cause originelle de son indignation, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Vous imaginez bien qu'on n'en est pas là. Mais il y a des causes nobles et justes. Celle-là en fait partie. Ce n'est pas qu'une cause de l'éducation nationale. C'est une cause sociétale. On retrouvera les problèmes qu'on ne nous permettra pas de gérer aujourd'hui au lycée Gallieni. On va les retrouver ailleurs, plus tard. C'est que vous êtes en lien et donc on va voir ce qui se passe dès demain avec on regardera. Maintenant, vous ne pouvez plus disparaître du paysage. Après ce qui a été fait et après cette médiatisation-là, vous inquiétez pas, la situation sera suivie. On 14. Ils emmènent les générations entières les unes après les autres au casse-pipe et à l'inculture. Et tant que les gamins incultes et violents ne seront pas revenus leur casser le nez, ils vont continuer comme avant. Tous mes collègues qui ont voulu porter plainte, parler de leurs problèmes, on leur a dit non. On leur a même mis des bâtons dans les roues. Et là, sur ce coup-là, c'est pour ça que les collègues ils se révoltent. Parce qu'ils l'ont tous vécu au moins une fois. Là, moi, dans ce bahut-là, pendant 5 ans, j'ai été abandonné, mais... Et mes collègues aussi. J'ai vu ma collègue ancienne se prendre un coup de pied dans le ventre, ma collègue espagnole se faire tabasser dans sa classe, une autre amie se faire gifler. Enfin, je veux dire, aller bosser avec ses collègues qui se font dégrader leur voiture, voler leurs affaires, taper, frapper, insulter, c'est lourd, hein. Et on a essayé de faire des choses. Hein. On s'est mis en grève plusieurs fois, on a fait des courriers, on a fait venir des journalistes, on a interpellé l'administration. Ça a duré des années. De la part de notre hiérarchie, que ce soit le chef d'établissement, l'inspection d'académie, le rectorat, et après vous allez jusqu'au ministre, eh bien ça va être la stratégie de on met un couvercle sur la cocotte minute. Pas de vague. Il faut pas faire parler de l'établissement. On nie les problèmes et on renvoie à l'agent, aux professeurs, aux surveillants. Ça fait 3000 ans que les enfants apprennent à lire et à écrire. Il serait temps qu'ils apprennent autre chose. Parole d'inspecteur. Il serait temps qu'ils apprennent quoi d'autre? Au lieu de mettre en place la théorie du genre, ne devrions-nous pas renforcer le français et les mathématiques? À l'école, j'imagine. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans un article du journal 20 minutes, daté du 31 août 2011, Najat Belkacem, alors secrétaire nationale du Parti socialiste, répond aux questions de la journaliste Bérénice Dubuc en employant explicitement l'expression « théorie du genre ». Question de la journaliste. En quoi la théorie du genre peut-elle aider à changer la société? Réponse de Najat Belkacem. La théorie du genre, qui explique l'identité sexuelle, a pour vertu d'aborder la question des inégalités entre les hommes et les femmes, ou encore de l'homosexualité. Alors socialiste, eh bien je suis féministe. Et je le dis ici tranquillement, parce que je pense que nous devons assumer les différences entre les femmes et les hommes. Elles ne sont pas seulement innées. Oui, les différences entre les femmes et les hommes, elles sont construites. Oui, le genre, ça existe. Et oui, nous allons l'enseigner dans les écoles. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire plus d'égalité. Peter Boghossian, un professeur de philosophie, et ses collègues James Lindsay et Helen Pluckrose, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, ont publié une série de papiers académiques dans les domaines d'études suivants. Études du genre, sexualité, poids et études des races. Ils ont fait 20 papiers totalement bidons, contenant des données absurdes, inventées de toutes pièces. Puis, ils les ont envoyés à de nombreux journaux de sciences humaines, particulièrement des journaux féministes et des sciences du genre. Par exemple, le prestigieux papier, enfin prestigieux pour les féministes bien sûr, qui s'appelle Gender, Place and Culture, a Journal of Feminist Geography, dont les études sont validées par des comités de lecture, peer-reviewed en anglais, pour ceux qui ont l'habitude de s'intéresser un peu au monde académique. Donc, ils ont envoyé ces 20 papiers complètement bidons à ces journaux féministes ou de théorie du genre ou d'autres trucs du genre. Et bien sûr, ils les ont envoyés avec des pseudonymes, pour masquer la supercherie. Tenez-vous bien,
Ils ont fait des papiers qui tiraient des conclusions hyper bizarres, qui reposaient sur rien de factuel, en faisant des recommandations mais ridicules, du style « il faut garder vos enfants enchaînés à la maison », il faut mettre des laisses aux hommes, ou tout un tas de trucs farfelus comme ça qui ont été examinés et validés par ces comités de lecture. Je ne déconne pas, elles ont été publiées par ces revues soi-disant scientifiques, d'accord ? Pire, un papier totalement absurde qui prétendait qu'on pouvait démontrer la culture du viol chez l'être humain en observant les couilles des chiens et leurs rapports sexuels, ou même encore un papier dans lequel on a simplement recopié des passages entiers mot pour mot, donc c'est du copier-coller de Mein Kampf d'Adolf Hitler, en remplaçant le mot juif par le mot homme, ont reçu des distinctions par ces soi-disant prestigieux journaux féministes. Je ne déconne pas. C'est pas juste des encouragements, c'est des félicitations appuyées du style « une contribution riche et innovante à la science du féminisme sur l'intersection entre la masculinité et l'analité ». Oui, j'ai bien dit analité comme dans anus. Excellente étude dans l'ère du temps, ouvrant un dialogue important entre travailleurs sociaux et milieux académiques féministes, à propos de celles ayant simplement copié-collé du Mein Kampf en modifiant les mots juifs par le mot homme. Alors comprenez-moi bien, ce sont ces mêmes revues, celles qui ont publié ces articles sans vérifier les auteurs, leur background, sans vérifier les données, sans vérifier les conclusions, qui ont juste regardé ce qu'elles disaient en substance et qui étaient d'accord avec ce qu'elles disaient et qui donc servaient leur agenda politique et donc les ont publiées. C'est ces mêmes revues qui publient les études que personne d'autre que les féministes ne citent à longueur de journée pour mettre en avant leurs projets politiques et sur lesquels elles basent leur discours, par exemple les SJW et tout ça. Ce sont les mêmes revues qui sont citées par les médias mainstream, style BFM TV, pour ne citer que, et d'autres, pour faire de l'audience en faisant appel au sentiment et non à la raison. Bref, vous avez compris le délire ? Tous les jours, vous entendez des gens citer des études sur le genre, sur le féminisme, sur les inégalités salariales. Tous les jours, vous faites confiance, ou pas, à ces sources d'informations qui présentent ces études comme des études scientifiques sérieuses. Le problème, c'est que les scientifiques, je vais plutôt être sincère et honnête, et je vais dire la plupart des scientifiques savent très bien que c'est des conneries. La plupart des scientifiques en rigolent quand ils voient ces histoires de genre et tout ça, d'accord ? C'est pas pour être dénigrant que je dis ça, c'est vrai. En mars 2014, à l'Assemblée nationale, un député adresse une question au ministre de l'Éducation nationale concernant l'intervention d'un poète travesti dans les classes de CM1 à l'école Marcel Latifan à Versailles. Il s'agit de la question numéro 0600516. Ce poète travesti du nom de David Dumortier intervient alors régulièrement dans les écoles primaires auprès d'enfants âgés entre 9 et 11 ans. David Dumortier a notamment écrit 2 livres intitulés « Mehdi met du rouge à lèvres »,« Petit garçon transgenre et manifestement musulman » et « La Clarisse » qui raconte l'histoire d'une petite fille indisciplinée. Voici un extrait de « La Clarisse », extrait paru dans le Berry républicain le 9 janvier 2013. Ouvrez les guillemets. Clarisse pose son doigt partout. Elle s'est brûlée en introduisant son index dans le petit trou de la cuisinière. Hier, elle s'en est mise un dans le derrière, puis elle a senti son odeur. Fin de citation. Dans cet article, on apprend que, ouvrez les guillemets, David Dumortier a écrit de nombreux ouvrages de poésie. Son livre, La Clarisse, a été publié avec le concours du Centre national du livre et même sélectionné au début des années 2000 par le ministère de l'Éducation nationale. Fin de citation. Sur Amazon et Babelio, ainsi que sur de nombreux autres supports de présentation d'un autre livre intitulé Travesti, on peut lire David Dumortier est poète, mystique et travesti. Lyrique en diable et salope au lit. Au contact de corps intenses, ceux de Mourad, Ali, Adib, Karim. Livreur, étudiant, chauffeur de bus, vigile, ouvrier sans papier, français, africain, syrien. Pour David Dumortier, ouvrez les guillemets, si vous désirez vous venger du mal que l'on a pu vous faire, prostituez-vous. Fin de citation.
À l'école primaire, ce qu'on doit dire, c'est des choses qui relèvent de l'âge de l'école primaire. Autrement dit, c'est pas des choses qui sont relatives à la sexualité à proprement parler. Le national prévoit 3 séances annuelles dès l'école primaire, mais ces séances passent souvent à la trappe. Claire Benaïm a quand même trouvé une bonne élève. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Son pénis s'est développé, son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Je crois que c'est du pipi. Comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. Bien entendu, à l'école primaire, ce qu'on doit dire, c'est des choses qui relèvent de l'âge de l'école primaire. Autrement dit, c'est pas des choses qui sont relatives à la sexualité à proprement parler. Françoise Petit brise les tabous au cœur des établissements scolaires. Il s'appelle l'appareil génital féminin. Comment on dit? La vulve. Ça peut être une pénétration avec. On parle de tout avec le planning familial. Coquette, etc. Ça peut être une pénétration avec. Coquette, etc. Coquette, etc. Ça s'améliore de plus en plus, il y a plus d'égalité entre les hommes et les femmes, et voilà. La vulve. En 1969, dans la foulée de l'ouverture des premiers bureaux du planning familial, Vaud est le premier canton à mettre sur pied des cours d'éducation sexuelle à l'école. Mariana Barbet fut parmi les toutes premières à dispenser ces cours. On était ressentis vraiment comme subversifs. Des gens avaient le sentiment que nous allions détruire toutes les valeurs sacrées de la famille, du couple et de la société occidentale tout entière. On a entendu ça. Et vous allez être capable. À la tête de ces cours vaudois d'éducation sexuelle, un personnage haut en couleur, Charles Bugnon, un médecin de campagne, un homme au discours clair et aux convictions bien arrêtées. On pensait en gros que si les gens étaient plus heureux, ils gouverneraient mieux. Ça, c'était vraiment l'idée de Bugnon. Il disait qu'il faudrait mettre tous ces politiciens dans une seule pièce pendant 24 heures et on leur dit de se caresser et après, le monde ira mieux. Il disait qu'il faudrait mettre tous ces politiciens dans une seule pièce pendant 24 heures et on leur dit de se caresser et après, le monde ira mieux. Félix et Léon s'aiment. 2 poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Qu'est-ce qui est important dans l'histoire? Qu'est-ce que j'ai voulu dire à votre avis? Ça parle de l'homosexualité. Bien entendu, à l'école primaire, ce qu'on doit dire, c'est des choses qui relèvent de l'âge de l'école primaire. Autrement dit, c'est pas des choses qui sont relatives à la sexualité à proprement parler. Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Premier témoignage, celui d'une adolescente âgée de 13 ans que nous appellerons Sophie. Sophie est actuellement élève dans une école publique à Paris. J'ai été obligée de faire un exposé sur les préservatifs masculins et donc d'en ouvrir un devant toute la classe et donc d'avoir en quelque sorte la honte devant tout le monde. En quelle classe étais-tu à ce moment-là? En 4e. On a quand même passé 2 trimestres sur la sexualité, donc je trouve en SVT, donc je trouve que c'est énorme. 2 trimestres? 2 trimestres entiers. Un contact nous apprend ce qui se passe dans un établissement catholique sous contrat. Saint-Vincent, un collège, un lycée, 2200 élèves. Nous sommes ici devant ce qui est convenu d'appeler une institution. Une institution qui semble faire bien pâle figure lorsque l'on découvre l'envers du décor. Il y a peu, un livre très clairement immonde a été étudié dans une classe de 4e. Je mange la crème caramel quand Boris répond à mon oreille. Impuissant, c'est quand tu bandes pas. Ça veut dire quoi, bander? C'est quand ton zizi devient dur comme du bois. Ah, je dis, et ça fait mal? J'en sais rien. Et pourquoi il devient dur comme du bois, le zizi? Parce que t'as une érection. Ah, et c'est quoi une érection? Bah, tu viens de la planète Mars, toi, des fois. T'as jamais vu un film cochon? Dans le film cochon, les filles sont vachement maquillées et elles ont des gros lolos et elles pensent qu'à s'asseoir sur le zizi d'un monsieur qui n'est jamais le même et des fois, elles le mangent comme si c'était un bonbon. Madame, merci d'accepter, madame, de témoigner. Pour des raisons que vous nous avez expliquées, cette interview se fera donc
à visage caché. Expliquez-nous un petit peu ce qu'a vécu l'un ou l'autre de vos enfants à Saint-Vincent, à Rennes, ces derniers temps. Alors, il y a 3 ans, cet enfant était en 4e, il avait donc 13 ans, parce qu'en 4e, on a 13 ans, et son professeur de français, qui par ailleurs enseignait, rares sont les profs de français à continuer à enseigner l'orthographe et la grammaire, donc considéré comme bon professeur de français, a décidé de leur faire étudier une œuvre dite nouvelle, elle venait d'être publiée, qui s'appelait « Autobiographie d'une courgette » de Gilles Paris. On est à la fois dans la vulgarité et sur un registre qui n'a absolument rien de développé. Et par ailleurs, on touche à la pornographie. Et à 13 ans, la pornographie est véritablement vécue pour un enfant comme une atteinte personnelle grave. Et c'est ce que l'on a vécu chez nous, une atteinte personnelle grave, avec une incompréhension et surtout un plébiscite tant du professeur que de la direction, que du président de l'appel. Pour un enfant qui ne connaît pas la pornographie, qui ne connaît pas la sexualité à ce niveau-là en tout cas, une atteinte personnelle réelle. Donc il a été perturbé, il a cessé de dormir pendant à peu près 3 semaines. Cessé de dormir? Oui, c'est-à-dire qu'il dormait par phase de quelques minutes chaque nuit, tel un grand compétiteur, sauf qu'il n'était pas grand compétiteur. Donc les notes, bien évidemment, étant donné qu'il n'était plus attentif en classe, les notes ont chuté, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, que l'on n'avait absolument pas identifié. C'est son comportement nouveau qui vous a interpellé? Oui. Parce qu'il ne vous en parlait pas de lui-même? Non, absolument pas. Il avait les cernes terribles de l'enfant qui ne dort plus. Il avait un comportement irrationnel à table, à savoir que tout à coup, il jetait sa fourchette alors que jamais il ne faisait ça. Bref, un comportement qui n'était pas dans la norme chez nous. Et il nous a interrogés sur ce que signifiait pour nous, couples, le fait de manger un zizi. C'est le livre de Karine Thuil qui a été étudié en cours. Un livre clairement pornographique dans lequel on trouve des scènes de viol. Question: qu'est-ce qu'un livre tel que celui-là vient faire dans une classe de seconde? Salope, pute, putain, mate un peu, presque à poil, elles se baissent et tu vois leurs chattes, leurs seins, c'est chaud bouillant. Les modèles des films porno qu'ils regardent en boucle, des filles qui couchent et sucent dès le premier soir. Rien que des corps décomplexés au sexe qui pue, le déodorant, le sperme, le sang, la sueur, la merde. Le chef lui dit de la fermer, il pousse le type qui était en elle, et il dit à la fille « suce-le » en me désignant. Et la fille s'approche, elle est en larmes, elle s'agenouille devant moi, le type lui donne une gifle au milieu de la tempe. « Suce-le » répète-t-il. Du sang coule le long de son arcade sourcilière, elle pleure. N'y a-t-il donc rien d'autre à étudier? Tiffaine, 18 ans, a accepté de nous livrer son témoignage. Dès le début, il présente le personnage comme une bête de sexe. Il est marié, mais sa femme ne lui suffit pas. Donc il a une garçonnière où il va voir d'autres femmes la nuit en donnant des somnifères à sa propre femme pour pas qu'elle se réveille. Ça m'a choquée de lire un livre comme ça en seconde. Je me suis demandé pourquoi je lisais ça, parce que dans le cadre pédagogique, je voyais pas à quoi ça servait, parce que normalement c'était pour comparer avec le livre de Guy de Maupassant, Belle Amie, et je voyais pas trop la comparaison s'afficher en lisant ça, quoi. Donc, Françoise Dolto, célèbre pédiatre et psychanalyste française et mère d'un fils atteint d'un problème de surpoids, le chanteur Carlos, considérait que la relation sexuelle d'un adulte avec un enfant pouvait être consentie par ce dernier. Elle défendit cette thèse pendant au moins les 10 dernières années de sa vie. Dans son livre intitulé « La cause des adolescents » aux éditions Pocket, elle exprime clairement son parti pris en faveur de la pédophilie prétendument consentante. Page 267. Ce qu'il faudrait, c'est que la loi ne s'occupe plus de l'âge, ne s'occupe seulement que de l'inceste, des relations entre parents proches, frères, sœurs, parents, oncles, tantes, mais qu'il n'y ait absolument rien entre adultes et enfants comme interdiction. Qu'il n'y ait absolument rien entre adultes et enfants comme interdiction. Pour Françoise Dolto,
Si un enfant avait été prévenu dans son éducation qu'il pouvait refuser une relation pédophile, il en devenait alors responsable. Elle rejetait ainsi le principe pourtant irréfutable de l'irresponsabilité morale et juridique du mineur. Dans son livre « L'enfant, le juge et la psychanalyste », elle soutient encore la thèse du consentement de l'enfant dans le cas d'une relation sexuelle avec un adulte. Page 34. Si les enfants savaient que la loi interdit les privautés sensuelles et sexuelles entre adultes et enfants, eh bien, à partir du moment où un adulte le lui demande, s'il accepte, c'est qu'il est complice, il n'a pas à se plaindre. Mais il peut avoir, sans se plaindre, à dire « Mais ça m'a fait très mal !» Oui, pourquoi t'es-tu laissé faire puisque tu savais que ce n'était pas permis ? À partir du moment où l'enfant est au courant, très jeune, de la loi, il est complice. Et on peut l'aider beaucoup mieux. On peut mieux l'aider à quoi, Madame Dolto ? À lui faire admettre qu'il est complice ? Page 84. Les enfants ont des désirs pour les adultes. Ils piègent les adultes à cause de ça. Ils n'ont que ça à penser, à provoquer l'adulte. Je suis sûre que dans les familles d'accueil, ils doivent refaire le même grabuge qu'ils faisaient à la maison. Je suis médecin. J'ai été chef de service en pédopsychiatrie pendant 35 ans, professeur associé de psychologie de l'enfant, et je parle aujourd'hui au nom d'un groupe de professionnels de l'enfance, lanceurs d'alerte, très inquiets de ce qui attend les enfants et les adolescents si nous ne nous mobilisons pas. Auparavant, pour anticiper les critiques à venir, je précise que je suis athée et qu'il n'est pas question ici de religion, mais de protection du développement affectif de l'enfant. Et j'ajoute qu'entre 1971 et 1973, j'ai pratiqué des avortements bénévolement afin de créer un état de fait avant le débat parlementaire sur la légalisation de l'IVG. Venons-en aux faits. Savez-vous que l'éducation à la sexualité, dont nous allons parler, est prévue dès la maternelle par le ministère de l'Éducation nationale? Savez-vous que dans certaines classes de CM1, à 10 ans, on explique aux enfants qu'ils auront des relations sexuelles plus tard et qu'on leur parle de l'utilisation des préservatifs? Savez-vous que sur le site On s'exprime, sous tutelle du ministère de la Santé, destiné aux mineurs à partir de la classe de 5e, donc âgés de 12 ans, on décrit 6 positions de pénétration vaginale, dessins ludiques à l'appui, et comment se pratique la sodomie. On explique pourquoi les acteurs de films pornographiques éjaculent hors du vagin de leur partenaire, et on propose aux mineurs de raconter leur première relation sexuelle. Et est-il indispensable de faire imprimer un clitoris en 3 dimensions aux élèves, comme proposé sur un site partenaire du ministère? Savez-vous que dans certaines classes, on fait étudier aux adolescents et adolescentes des textes où des scènes de fellation sont longuement détaillées, sans prendre en compte que cela peut occasionner? Comment en est-on arrivé là? Ce programme est imposé par les instances européennes et il est obligatoire. En France, aucun parent ne peut y soustraire son enfant. En référence aux textes internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans, et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Pour les 6-9 ans, on leur explique ce qu'est l'éjaculation. C'est déjà le cas dans certaines classes. Dans les standards européens de l'éducation à la sexualité, il est précisé qu'il faut donner ces explications à l'enfant avant qu'il soit en âge de poser des questions à ce propos. Vous vous demandez probablement si ce que je dis est vrai. J'ai eu la même réaction d'incrédulité quand mes collègues m'ont transmis ces informations. Et puis, je suis allé vérifier, et je peux vous assurer que tout ceci est exact. C'est ce que les promoteurs de ces programmes appellent « changer de paradigme », c'est-à-dire parler aux enfants dès petits d'une sexualité synonyme de plaisir et d'épanouissement personnel. Il est précisé que ce sera fait avec tact. Or, je peux vous affirmer que ce n'est fréquemment pas le cas et que nous recevons des témoignages d'enfants et d'adolescents qui expriment leur gêne ou leur dégoût face à cet enseignement collectif qu'ils qualifient de très intrusif. Ce programme présente plusieurs risques majeurs. Tout d'abord, il fait intrusion de manière traumatique dans le rythme de croissance affective des enfants. Par traumatique, je veux dire qu'un certain nombre d'entre eux vont mal après cet enseignement.
Commençons simplement par le mot vagin. Au mieux, on dirait le nom d'une infection ou à la limite d'un instrument chirurgical. Infirmière, vite, passez-moi le vagin. Vagin, vagin. Marlène Schiappa n'est pas actrice, mais elle prend un malin plaisir à interpréter les monologues du vagin. 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 Il y a la moule, le watcho, le millefeuille, la fandasse. Le mongo. À ses côtés, l'ancienne secrétaire d'État, Myriam El Khomri. Il faut aérer le minou. Et l'ancienne ministre, Roselyne Bachelot. Ou encore la chatte. Marlène Schiappa dort peu. Et surtout, elle écrit. De façon compulsive. Plus d'une vingtaine d'ouvrages, des essais très sérieux, des romans, mais aussi plus surprenants, des livres érotiques, dont beaucoup sous nom d'emprunt. Ce livre, Sexe, mensonges et banlieue chaude, a été écrit par une certaine Marie Minelli. Le personnage, entre deux parties de sexe, devient conseillère à l'égalité des chances à l'Élysée. La même Marie Minelli a aussi écrit « Osez réussir votre divorce ». En note de bas de page, elle se trahit. L'auteur de ces lignes a fondé Maman Travail, le réseau créé par Marlène Schiappa. Elle est gonflée cette Marie Minelli, de me piquer mon réseau. Sexe, mensonges et banlieue chaude de Marie Minelli. Marie Minelli, dont la presse officielle dit qu'il s'agit du pseudonyme de Marlène Schiappa. Un extrait parmi tant d'autres. Page 112. C'est la toute première fois que sa langue goûte à ma chatte. Au-delà de l'excitation sexuelle, j'ai le sentiment de prendre le pouvoir sur lui, de le dominer. Je bouge le bassin sur sa bouche, je n'attends pas qu'il me lèche convenablement, je me sers de sa langue comme d'un accessoire. Je glisse entre mes dents à mi-voix. Vas-y, bouffe-moi la chatte. Il n'entend pas. Je réitère plus fort, bouffe-moi la chatte. Implique-toi, bordel, au centre, sans déborder. Il lève un œil interrogateur, puis fait la bouche pleine. Oui, maîtresse. C'est bien, Saint-Sauveur, c'est bien. Bouffe-moi tout, ne laisse rien. Vas-y encore, continue. Je le traîne comme une chienne entre mes jambes, me retrouve de nouveau assise sur le lit, et lui à genoux au sol. Il me relèche immédiatement, tandis que je cherche son sexe. Sex Friends du même auteur. Extrait page 14. Plan Q régulier ou PQR. Il ou elle n'est pas assez bien physiquement pour que je vive une relation amoureuse avec, donc je me le tape ou je me la tape, mais uniquement en sodomie pour ne pas voir sa gueule. Le PQR a aussi une DLC, date limite de consommation. Extrait page 40. Présenter sa copine de baise à la famille, aux amis. Peut-on assumer sa relation particulière ? Papa, maman, voici Julie, ma copine de baise. On ne s'aime pas, elle a les oreilles décollées et un rire de poufiasse, mais elle suce super bien. Des passages de cette nature jalonnent l'ensemble du livre. Est-ce que c'est vous ? Mais peu importe, ce pseudo-là, peu importe. Ça m'amuse beaucoup qu'on me dise elle a écrit de la littérature érotique avec des mots très... Le devoir de réserve qui n'est pas dans la loi d'Anicet-le-Pors de juillet 1983 consiste-t-il à garder secrètes toutes ces choses-là ? La réponse, me semble-t-il, se trouve dans la lettre de Jules Ferry adressée aux instituteurs en 1883. En voici un extrait qui nous concerne tout particulièrement. Je cite. « Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Pour finir, manquer à son devoir de réserve, notion qui, répétons-le, n'existe pas dans la loi, consisterait entre autres à révéler publiquement l'intérêt de la maçonnerie pour la République. Or, la présence de la franc-maçonnerie dans la politique française est de notoriété publique. Elle est de toute évidence vantée par les hommes politiques eux-mêmes. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Cette vidéo a donc été soumise à la réflexion des 19 membres siégeant au Conseil de discipline
convoqué contre Farida Belgoul au rectorat de Versailles le mardi 15 janvier 2019. Au cours de cette séance qui a duré 5 heures, il n'a jamais été question de savoir si ces analyses fondamentales émanant de divers enseignants étaient vraies ou fausses. Ces points de vue fondés n'ont jamais été pris en compte par l'éducation nationale, d'une part, et d'autre part, ces enseignants qui se sont exprimés à propos d'une école qui fabrique du crétin ou de l'exclu, de plus en plus violent de surcroît, n'ont jamais été sanctionnés, à notre connaissance du moins. Alors pourquoi s'en prendre à Farida Belgoul ? Un élément de réponse vient à l'esprit. Farida Belgoul ne s'en tient pas au seul discours, mais elle met en place des actions efficaces. En 2008, elle fonda une association pour instruire les adolescents en échec scolaire. En 2014, le mouvement des journées de retrait de l'école qu'elle initia pour interdire l'enseignement de la théorie du genre à l'école fut très populaire. Les journées de retrait de l'école revendiquaient aussi la restauration du ministère de l'Instruction publique. Depuis 2014, elle est présidente de la Fédération des parents engagés et courageux, la FAPEC, créée après le mouvement des journées de retrait de l'école. Depuis 2015, le magistère de l'instruction publique qu'elle créa forme les parents à la méthode syllabique pour qu'ils apprennent eux-mêmes correctement à lire et à écrire à leurs enfants. Depuis 2018, le lancement des journées portes ouvertes sur l'éducation sexuelle doit permettre aux parents de voir de leurs propres yeux de quoi il en retourne vraiment. L'éducation nationale, au cours de ce conseil de discipline probablement unique en son genre, n'a manifesté que froideur et indifférence à l'égard de cette vidéo illustrant la détérioration de l'école publique. Indifférence d'ailleurs partagée par les 8 enseignants délégués syndicaux présents. Pour conclure, une piste de réflexion en direction du peuple français. Dieu ne change pas la situation d'un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même.